Dans un mercato assez bizarre du Real, Karim Benzema, Asensio et Hazard ont été libérés, et alors que tout le monde pensait que leur départ serait synonyme d'une grosse arrivée en attaque, au final, le trou laissé par leur départ ne sera pas comblé totalement. Une situation qui a soulevé beaucoup d'interrogations, mais qui, perso, m'a permis d'élaborer une théorie intéressante. Et si ce mercato était une sorte de transition mise en place par Florentino Pérez pour préparer 2024. Tout le monde le sait, 2024 est l'année où Mbappé sera en fin de contrat, il est la cible principale à chaque mercato, et Florentino Pérez, qui subit humiliation après humiliation sur ce dossier, est prêt à ravaler sa fierté pour le signer. Il correspond à la nouvelle stratégie mercato mise en place depuis quelques années déjà, bien qu'il ne soit plus aussi jeune. Il est un joueur très intéressant, un attaquant très prolifique, et si sportivement son intégration sera compliquée, en termes d'image, ce serait l'addition parfaite. Le Real se veut être le meilleur club du monde, il en a le palmarès, l'aura, et il est normal pour le meilleur club d'attirer celui qui pourrait être le meilleur joueur de la planète. Mbappé a tout pour devenir le visage du football mondial, une icône comme son idole Ronaldo, mais pour l'instant, il est enfermé dans une prison dorée. En gagnant la LDC avec le PSG, il pourrait là aussi obtenir un statut quasiment intouchable en France. Il serait l'auteur d'un exploit qui resterait gravé dans l'histoire, quand bien même l'ombre du Qatar plane au-dessus de l'équipe. En restant à Paris, il a mis son image en jeu. Pour beaucoup, il n'est plus seulement un footballeur, il est un mannequin pour un État qui accepte son sort grâce à l'énorme valise d'argent que sa dernière prolongation lui a offerte. Mais en refusant d'activer sa clause d'une année supplémentaire, il a clairement montré que le sportif était toujours une priorité. Après quelques passes d'armes, il a gagné son bras de fer. Le PSG a littéralement ployé le genou pour le réintégrer en mettant en place une vraie stratégie sportive qui ne correspond pas totalement à ses qualités, mais qui a le mérite d'être claire. C'est un énorme pas pour le club qui en sortira grandi, que Mbappé reste ou non. Cette saison sera décisive pour lui, rien n'est encore clair pour son futur, tout dépendra des performances de l'équipe, mais Pérez compte bien faire tout ce qui est possible pour l'obtenir. Et si on va un peu plus loin, on pourrait limite croire que tout a été préparé pour l'accueillir de la meilleure des manières possibles. Comme je l'ai dit, cet été le mercato était plutôt bizarre. Benzema était le meilleur buteur du club, Asensio un vrai atout en sortie de banc, un remplaçant efficace, et leur départ n'a pas vraiment été remplacé. Arda Güler a été signé, mais on sent bien que le Turc n'est pas un titulaire pour cette saison. Il va avoir besoin d'une année d'adaptation, mais est capable d'évoluer à certains postes de l'attaque. Brahim Diaz, lui, est un remplaçant d'Asensio. Mais en termes de stats, il n'a pas encore montré qu'il était capable d'atteindre les mêmes chiffres. Il est un joueur créatif, capable de porter le danger en attaque, et il est trop brouillon à la finition. Reste Joselu donc, et si statistiquement c'est déjà plus intéressant, tu sens qu'il n'a pas ce qu'il faut pour être un titulaire indiscutable, capable de mettre les 30 buts sur la saison que Benzema a mis. Il existait des solutions. Harry Kane était disponible, et même si les discussions avec Levy auraient été compliquées, tu sens qu'il était une option plus qu'intéressante pour le moyen terme, mais la piste a rapidement été abandonnée. Lukaku, qui a connu sa plus grosse saison notamment grâce au travail de Pintus, a été proposé au club. Kolo Muani était sur le départ, mais aucun n'aura vraiment convaincu la direction de casser sa tirelire. Seul Kane aura vraiment été étudié. L'appui d'Ancelotti qui souhaitait renforcer l'équipe avec l'anglais a beaucoup joué, mais au final, personne ne sera signé. Tu sens qu'il y a eu un peu d'hésitation, mais les ombres des investissements ratés que sont Eden Hazard et Luka Jovic planent encore sur chacune des décisions. Et les finances bien plus saines que le rival barcelonais ne permettent pas de miser autant sans s'assurer d'un succès. Avec Fran Garcia et Arrizabalaga qui rajoutent un côté espagnol qui manquait à cet effectif, ils font partie d'un mercato assez restreint qui laisse Ancelotti dans une situation compliquée. Les problèmes de l'équipe avaient été analysés, ils étaient connus de tous, mais le board a décidé de laisser certains d'entre eux en suspens. L'effectif déjà un peu court se retrouve encore plus resserré, et l'Italien décide de s'adapter au changement de l'été sans broncher, comme il l'a déjà fait par le passé. Dès le début de la préparation, il met en place un 4-4-2 très compact qui demande beaucoup d'efforts aux latéraux qui se retrouvent surresponsabilisés. C'est une des solutions privilégiées pour cette saison, mais beaucoup doutent, car Kroos et Modric, les leaders de l'équipe, ne sont pas vraiment adaptés à ce schéma. Mais finalement, l'équipe réussit à se remettre en marche. Pour les 9 premiers matchs de la saison, le Real est premier du championnat avec 8 victoires et 1 défaite, le tout en étant la meilleure défense et la 5e attaque du championnat. Bon, ça a changé depuis parce qu'ils ont affronté Osasuna et ils ont mis un 4 buts, donc ça a dû aider. L'équipe réussit son début de saison comptable et Jude Bellingham, la grosse dépense de l'été, devient déjà un incontournable. Il a rapidement compris le contexte, la culture entourant le club et il s'est très vite intégré à l'effectif et progressivement, le discours d'Ancelotti le concernant s'est transformé. Il est devenu la signature de l'été et durant la préparation, il est finalement vu comme une vraie option pour remplacer Benzema statistiquement. C'est un peu cruel, c'est un sacré fardeau et la situation devient très vite de plus en plus compliquée, les attentes sont très hautes, mais malgré tout ça, Bellingham brille et s'impose à chaque match comme la solution offensive. En une dizaine de matchs depuis son arrivée, il a marqué 10 buts et livré 3 passes décisives, c'est absolument inexplicable, lui qui sort d'une saison à 14 buts en 42 matchs est bien parti pour taper la barre des 20 et ce sera une première dans sa carrière. Un pari risqué qui marche pour le moment, mais qui montre tout de même quelques limites. Dès le début de la saison, le
choix de restreindre les arrivées s'est révélé comme un problème avec les blessures de Courtois et Militao pour la quasi-totalité de la saison. Très vite d'autres ont suivi, comme Ceballos, Arda Güler, Ferland Mendy, Carvajal et surtout Vinicius. Toutes ces blessures ont bien montré que l'effectif était vraiment trop court. C'est en voyant cette situation que ma théorie concernant une année de transition a commencé à émerger, mais surtout qu'elle a été appuyée par des faits. 2024 sera une année importante pour le Real. C'est là où Mbappé sera libre et donc pourra signer au Real sans complication. C'est l'année où Henrik arrivera, l'année où le nouveau Bernabéu ouvrira ses portes avec une cérémonie digne du Super Bowl, mais c'est aussi et surtout la fin d'une ère. Avant le mercato, avant l'été assez bordélique, l'idée était de miser une dernière fois sur les anciens et de préparer leur succession. Les Benzema, Modric, Kroos sont clairement sur la fin et leur départ en 2024 était clairement programmé. Mais au final, alors que tout le monde pensait que Modric allait partir, c'est Benzema qui a totalement ruiné les plans du club. Son départ en Arabie Saoudite était clairement pas anticipé. Personne ne l'avait vu venir, dans la presse celui qui en était le plus proche c'était justement Modric, et suite à ça, tout a basculé. Le club avait déjà tout préparé pour cet été, pour l'arrivée de Bellingham, il était donc impossible de tout changer à la dernière minute. Avec un peu d'honnêteté, cette situation aurait pu être évitée si la direction ne perdait pas autant de temps avec Mbappé. L'an dernier déjà une doublure à Benzema aurait dû être signée pour lui succéder, et cette erreur de jugement est en train de coûter une saison difficile à gérer pour tout le monde, notamment pour un autre monument du club qui devrait partir en 2024, Ancelotti. L'Italien aurait même pu partir cet été, la sélection du Brésil l'a contacté, lui est intéressé pour une dernière aventure avant sa retraite. Mais finalement les plans ont été mis en suspens jusque 2024. Un nouveau stade, une nouvelle star, de nouveaux leaders de vestiaire et un nouveau coach. Autant de changements en une année qui demandent de la préparation. D'ici 2024, les plans seront plus clairs, mais déjà on a une bonne idée de ce à quoi le mercato de l'été prochain ressemblera. Mbappé, bon je me répète, mais il sera la priorité, et s'il ne signe pas, la situation sera totalement différente et certaines occasions qui ne s'étaient pas présentées l'été dernier seront clairement possibles pour pallier à quelconque déception. Bon là j'ai parlé comme Elton Mokolo, désolé. Un latéral gauche titulaire sera signé, Mendy est beaucoup trop absent pour être considéré comme un titulaire. Si les accusations de portée publique par Romain Molina ne semblent pas avoir entaché sa place, ses très nombreuses blessures ont fortement touché sa cote auprès des dirigeants et Fran Garcia n'a pour le moment pas encore convaincu. Un central pour la rotation dans un premier temps qui prépare la succession d'Alaba sera nécessaire, tout comme un voire deux latéraux droits qui seront aussi examinés, mais d'abord le club devra remplacer Ancelotti. Pour l'instant, l'objectif ce serait Xabi Alonso, un choix logique qui pourrait être intéressant à analyser dans le futur. Un virage total en 2024 qui, avec le départ imprévu de Benzema, a empiété sur cette saison et qui met en lumière les problèmes liés à la poursuite de Mbappé. Cette saison sera clairement compliquée, Bellingham ne tiendra pas ce rythme sur 38 journées plus la LDC, il va falloir trouver d'autres sources de buts. Le retour de Vinicius va beaucoup aider, mais José Lu, Rodrigo et Brahim Diaz vont eux aussi devoir se montrer au niveau et être décisifs quand l'équipe en aura besoin. Pour cette dernière saison au club, Ancelotti se voit confronté à un vrai défi et j'espère qu'il réussira à gérer une saison de plus pour nous offrir du beau spectacle et rendre son bilan dans un club qu'il aime profondément encore plus spectaculaire. Bon, là tu t'attends à ce que je m'arrête, j'ai quand même bien parlé, mais je n'ai même pas parlé du sujet principal de cette vidéo. Pour compléter l'effectif de cette saison, il existait une solution que beaucoup de supporters auraient aimé voir être mis en place, une utilisation des jeunes de la Castilla. La formation madrilène est pour moi l'une des plus bizarres en Europe, peu en parle, mais chaque année la Fabrica sort des joueurs qui s'imposent en professionnel, notamment en Liga ou dans les divisions inférieures, ce qui fait du Real l'un des clubs les plus représentés dans le monde. Pourtant, depuis des années déjà, le centre de formation n'enrichit plus l'équipe première, de talents taillés pour convenir au style du club. La formation est maintenant une usine qui permet d'équilibrer les comptes grâce aux ventes des jeunes qui en sortent. L'objectif principal est non pas de former pour le Real, à l'inverse, le club forme des gens qui pourront l'affronter avec d'autres équipes d'Espagne. Pourtant, cet été, une lueur d'espoir est apparue. Avec le retour de Fran Garcia, beaucoup ont pensé que les choses allaient changer. Ancelotti, qui avait définitivement fermé la porte aux jeunes, allait enfin se racheter, pour ce qui est l'un des seuls points noirs depuis son retour. Le timing était bon. Depuis 2-3 ans déjà, il avait une belle génération de joueurs qui tapaient à la porte de l'équipe. Des jeunes comme Antonio Blanco, Miguel Gutiérrez, Sergio Arribas, Rafa Marin avaient clairement le niveau et la place pour se voir offrir une chance en ce début de saison. Et si on est honnête, il y a eu beaucoup d'opportunités. Avec la blessure de Militao, les absences répétées d'Alaba, un quatrième central de la rotation était nécessaire et un jeune du centre a été prévu pour occuper ce rôle. Il s'est retrouvé propulsé avec les pros alors qu'il aurait dû partir, un jeune hispano-marocain, Marvel. Défenseur central capable de jouer latéral gauche, le Marocain est celui qui a réussi à convaincre Ancelotti et le board qu'il méritait une chance. De son mètre 84, il est un joueur solide dans les duels qui n'a pas peur d'anticiper ce que ses adversaires vont faire. Il est à l'aise balle au pied, il a un plutôt bon jeu de passe, il aime les transversales pour changer de côté, mais il est meilleur pour gagner des mètres balle au pied, créer des décalages pour servir ses coéquipiers. Il a une très bonne vitesse, il n'hésite pas à gratter des ballons dans les pieds de ses adversaires et sortir haut quand il sent que c'est le bon moment pour anticiper une passe ou une perte de balle. Sous Raoul, il a corrigé certains défauts, il fait moins d'erreurs, se jette moins.
anticipe mieux et sent qu'il a un vrai potentiel et qu'il doit continuer sa progression. Courtisé par quelques clubs, la blessure de Militao a vu son départ être annulé. Il a été gardé pour jouer un rôle pour la dernière saison de Raúl à la Castilla, être un leader pour une équipe qui vise la montée en Segunda, tout en s'entraînant avec les pros ou quand une place se libère. Mais là encore, comme beaucoup, j'ai fait preuve de naïveté. Et malgré les problèmes dans la défense, sa place ne serait-ce que sur le banc n'est pas assurée. C'est un problème puisqu'aujourd'hui, en plus de Militao, Nacho a été expulsé, David Alaba s'est blessé, et voilà que tout d'un coup, seul Rudiger a de l'expérience dans la défense du Real. Ce manque de planification, de confiance sous Ancelotti coûte cher, c'est Tchouaméni qui a joué en défense cette fois, et c'est assez triste de voir que son nom n'a même pas été évoqué. Ceci explique pourquoi la plupart des jeunes ont quitté le club cet été. Un grand ménage a eu lieu lorsqu'ils ont compris que le chemin était bouché. Quand Ancelotti allait rester une saison de plus, et pour se lancer en pro, ils se retrouvent obligés de rejoindre d'autres équipes. Mais contrairement à ce que beaucoup pensent, leur départ ne signifie pas qu'ils sont totalement exclus des plans. Lors du dernier mercato, 2 anciens du club ont été rapatriés. Le cas Fran Garcia est particulièrement intéressant puisque la clause de rachat a été levée, prouvant que les joueurs sont toujours suivis. Ce n'est pas la première fois que le club exerce ce genre de clause, chaque joueur qui part en a une et c'est un chemin connu. Si pour certains la levée de la clause signifie que le Real veut le revendre directement pour faire un bénéfice, pour d'autres, c'est une chance de s'imposer dans l'équipe comme l'a fait Dani Carvajal. Vendu en Allemagne, sa réussite durant cette année test lui a offert une place de titulaire au poste de latéral droit au Real. Aujourd'hui, de très nombreux anciens de la Castilla ont clairement montré qu'ils étaient capables d'être des joueurs influents du championnat. Ils rêvent de suivre le même parcours que Carvajal et on peut espérer que durant l'été 2024, une décision sera prise pour le chantier qui attend l'équipe. Voilà pourquoi il faut suivre avec attention tout ce qui se passe d'ici là. Le Real est parti pour nous servir un été bien intéressant, bien rempli de rebondissements. En attendant, on va profiter de la dernière saison de Modric et Kroos dans cette équipe pour réussir à reprendre le dessus sur Barcelone en championnat. Ancelotti devrait lui aussi partir et son second passage est d'ores et déjà une réussite totale. Il est venu quand le club était dans un sacré bourbier, quand l'effectif était en plein bouleversement et malgré l'exode des légendes du club, il a maintenu l'équipe au sommet du football européen. 2024 sera donc le début d'un nouveau chapitre de l'histoire du Real Madrid et ce sera sûrement le dernier chapitre où Florentino Pérez sera le président du club.